National protection will be returned under the bilateral Greek-Turkey readmission agreement in the first instance, and then under the EU-Turkey readmission agreement once it enters into force. All asylum seekers who are arriving will of course have the opportunity to lodge their claim for asylum in Greece, but Greece will now be applying the concepts of safe first country of asylum and safe third country, which does enable member states to declare claims inadmissible on the basis that either they already have protection in Turkey or that they could and will receive protection in Turkey, which is what allows Greece to then return these asylum seekers to Turkey. Okay, I would suggest that we leave the rest for the technical briefing. Let me check if there are any other questions on any other issues today that we need to discuss. If not, okay, let's take a couple of more questions and then we pass to the technical briefing. Yes, please, at the back. It's still in the... sorry. Thanks. Are you expecting any legal changes on the Turkish side in terms of international protection? And if those don't happen, what does that mean for the prospects of declaring inadmissible any non-Syrian applications? Yes, as part of the EU-Turkey agreement, Turkey is committed to changing their legislation as well, notably to ensure that Syrians who benefited from temporary protection in Turkey have that status renewed once they are returned to Turkey. This is a commitment that was agreed in the statement. Georgi. I'm sorry. Yeah, sorry, the question was on non-Syrians. I mean, you said they'd agreed to change the legislation on Syrian rights once they're returned, but have they agreed anything on non-Syrians? The statement also includes the idea that Turkey would also change their legislation to ensure protection for asylum seekers, and what the statement makes crystal clear is that we'll only be returning people to Turkey who will benefit from protection once they're there. Okay, Georgi. I would like to know what happens to the Syrians of Kurdish ethnicity. Are they also being returned to Turkey? So as I just said, we'll only be returning people to Turkey who will receive protection in line with the requirements of the Geneva Convention. What that means, and that's why there are appeal procedures in place for these asylum decisions, is that Turkey may be a safe country generally, but may not be in individual circumstances, and that is what those individual asylum application processes will be looking at. Daniel Lienwaili, Finland. According to the Commission, at least 20,000 persons will be relocated from Greece by the mid of May. Do you think is this something that you are hoping, or is it really feasible, and how will you do it? This is indeed what we set out in our last report on relocation and resettlement, and set this as the new target of accelerated relocations. We saw that in the past couple of weeks, relocation has really picked up the pace, making it suggest that it is entirely feasible to do this when there is the political will to do so, which we have in the conclusions of the European Council, all 28 member states signing up to precisely having that will to accelerate relocations. Okay, someone who hasn't spoken yet? Yes, Zoltan. Thank you, Margaritis. Natasha, if I understand well, that this is the first time that you have a proposal for the big breakdown, country-specific breakdown of the 54,000 people, or not? So it's already done. You don't have to decide again on this. No, we don't have to decide again on that. The breakdown and the method for calculating the breakdown was already decided as part of the 120,000 decision. The precise allocation per member state will obviously have to be adjusted, including the participation of the Schengen associated states who have voluntarily opted in to the scheme. So there will be some slight adjustments. Sorry, a second question, if I may. About your expectations, how long will take, for example, an asylum procedure in the Greek islands? So the average time, expected time framework of this procedure. Thank you.
We have discussed this. We are placing ourselves in what was called an expedite process, but it's difficult to quantify an expedite process, but an expedite process is a fair process, not only a fast one. It's a fair one. I had 2 unsatisfied clients, Yanis and David, and then we switched to technical briefing. Yes, Yanis. Right, again on migration. This morning, in one of the islands in Chios, there was one of the police officers, one of the officials from Turkey had a Turkish Cypriot passport, which is an entity which is not recognized by the European Union or any of its member states. So, what is the legality of an official from an entity not recognized by the rest of the EU being part of the screening procedure of those people to be readmitted, etc.? Thank you. We are not aware of the incident you are raising. What I can tell you on behalf of the Commission is that we recognize the Republic of Turkey and the Republic of Cyprus. David. Merci Margaritis pour me donner cette occasion de follow-up à la question d'il y a quelques minutes. À propos du programme de relocalisation fermée, qu'est-ce qui va arriver aux personnes qui vont obtenir l'asile, peut-être des Kurdes syriens ou des mineurs? Si je me rappelle bien, dans la déclaration, il y a des garanties particulières pour certaines catégories de personnes. Est-ce qu'ils vont rester en Grèce? Et si je peux, une deuxième question, est-ce que vous avez une évaluation du risque de déviation de la route, pas par l'Albanie, mais la Méditerranée centrale, qui était la route plus utilisée aussi par les Syriens il y a juste un an, et combien de personnes pourraient mourir suite à la fermeture de l'Égée? Ok, je prends la deuxième question, je laisse Natacha la première. Non, nous ne savons pas combien de personnes risquent de mourir dans des routes alternatives, mais ce que nous savons, c'est que si tout ce qu'on a sur la table marche, fonctionne, se met en œuvre, les possibilités pour des routes alternatives diminuent. Alors, nous avons un intérêt commun, un intérêt conjoint, un intérêt européen de faire marcher l'accord et avec la Turquie, et ça va de soi que nous avons aussi un intérêt commun de procéder avec les relocalisations. Je vous rappelle qu'il s'agit de la législation communautaire déjà adoptée, qu'il faut adopter. Alors notre espoir, c'est qu'avec cette double voie d'action, les risques que tu soulignes seront diminués. Pour la première question, Natacha. Pour la première question, donc le programme de relocalisation se focalise maintenant sur les 50 000 personnes qui sont déjà présentes en Grèce et qui étaient déjà présentes en Grèce avant le 20 mars. Ceci dit, tout ce qui arrive maintenant après le 20 mars, à partir d'hier, seront soit immédiatement retournés parce qu'ils n'ont pas le droit ou ne déposent pas de demande d'asile, soit ils auront leur demande d'asile traitée et déclarée inadmissible sur la base qu'ils puissent recevoir la protection en Turquie et seront donc retournés en Turquie. Dans le cas d'un individu qui demande l'asile et à qui on détermine, enfin un juge détermine que la Turquie n'est pas un pays sûr dans leur cas particulier, ils resteront donc en Grèce et ils auront leur demande d'asile traitée par le système grec, et il se peut qu'ils seront ensuite éligibles pour la relocalisation, en sachant que la relocalisation n'est que pour un nombre limité de nationalités. Et je pense que nous avons répondu à Georgi. Dernière question avant le technical briefing. Un troisième client insatisfait, Jean-Jacques. C'est pour prolonger la question de Zoltan sur la durée de la procédure d'examen des demandes d'asile si elles ont lieu. Madame Merkel a donné une indication là-dessus en disant que les expulsions commenceraient le 4 avril. Elle l'a dit on the record. Quel est le point de vue de la Commission là-dessus? Est-ce que ce délai de 2 semaines vous paraît raisonnable? Le 4 avril, c'est la date pour les réinstallations de Syriens depuis la Turquie vers l'Union européenne.
Ça, c'est la date qui est fixée pour les réinstallations. Après, pour les retours, ils peuvent commencer dès maintenant. Donc, pour les migrants irréguliers qui n'ont pas le droit à la protection internationale, les retours commencent dès maintenant. Et puis, pour ceux qui demandent l'asile, les retours commenceront qu'après un examen de leur demande. Ok, merci tout le monde. Vous nous donnez 2 minutes pour prendre le papier, changer les rôles et nous passons directement en briefing technique. On se rencontrera demain. Merci. Bonjour, bonsoir. La question de notre émission, c'est les attentats, les répercussions économiques. Quelles sont les conséquences économiques liées aux attentats qui ont été perpétrés, des arrestations, des procès, enfin une ambiance extrêmement négative pour les pays tiers et tout particulièrement pour les pays non ressortissants où là on a problème avec les pays qui sont considérés comme à risque, dont l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, donc le Maghreb, l'Afrique également, la Syrie. Donc les hommes d'affaires ont de plus en plus de difficultés à pouvoir d'abord obtenir les visas, c'est déjà un premier problème. Le deuxième problème, c'est que le monde entier aujourd'hui pointe certains pays qui sont pour rien. C'est les ressortissants qui posent problème pour ceux qui sont des terroristes. Donc on est dans un amalgame qui fait qu'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des pertes en taux économique en termes d'activité? Est-ce que véritablement ça pose un problème? Alors je suis avec Ingrid, notre correspondante qui est à Londres et qui a participé à un sommet, donc un séminaire, et Ingrid va nous expliquer quelles sont les analyses qui ont été faites par les experts européens sur la situation économique qui est celle qu'on connaît. C'était une situation où l'Europe est à la traîne par rapport au bloc asiatique ou au bloc américain, et ça ne va pas s'arranger. Alors voilà, on va écouter. Ingrid, vous êtes là? Bien, alors quelles sont les conclusions qui ont été données avec les avis d'experts? La question qui a été posée, qui a été centrale, c'est est-ce que nous allons avoir une affection du problème qui est terroriste sur l'économie, qui est l'économie de chaque pays. Alors, la réponse, elle est, je dirais, mitigée. Il faut comme savoir que nous travaillons, l'Europe travaille avec des pays tiers, avec qui on n'a pas particulièrement de problème, parce que les échanges se font librement, avec peu dirons-nous, d'encadrement. Ce sont les accords de coopération. Or, il s'avère que depuis ces dernières années, à cause du terrorisme ambiant, les obtentions de visas ont été encadrées, que ce soit du côté français, italien, espagnol, belge, etc. Donc, véritablement, une volonté de vérifier davantage les personnes qui sont autorisées à venir dans l'espace européen. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème qui peut être un frein, c'est le fait qu'on est dans une économie qui n'est pas repartie en Europe, et dont les investisseurs qui sont donc des pays hors européens pourraient s'orienter vers d'autres pays, où finalement les facilités sont plus faciles pour pouvoir traiter les affaires. On parlera par exemple des pays comme la Hollande qui sont beaucoup plus libres, les pays nordiques, que la France ou certains pays comme l'Espagne ou l'Italie qui sont aussi beaucoup plus ouverts. Donc on se retrouvera avec des modules différents
à géométrie variable selon les pays, alors qu'on est tous dans un espace européen et que nous avons des accords entre pays. Donc c'est ça qui pose problème, c'est-à-dire que vous aurez peut-être aujourd'hui, parce que la France est beaucoup plus réticente dans les affaires, venant d'hommes d'affaires qui souhaitent investir du Moyen-Orient, et bien seront plus enclins à ne pas faire la démarche d'investissement en France au profit d'autres pays. Voilà les deux points, c'est-à-dire la pérennisation d'un climat qui est un climat hostile aux affaires, venant avec des hommes d'affaires qui viennent investir en Europe, et deuxièmement, nous avons le phénomène de la psychose, avec l'encadrement des gouvernements au niveau des autorisations. Donc on va demander plus de papiers, on va demander plus de contrôle donc sur des gens qui ne sont pas contrôlables en Europe. Voilà les tendances. Donc Ingrid, vous êtes en train de nous dire que la situation, le fait d'augmenter les procédures de contrôle, de vérification de personnes et d'implantation de nouvelles procédures visant à vérifier davantage les personnes, hommes d'affaires qui souhaitent venir en Europe, serait un frein à l'économie, étant donné que tous les pays ne jouent pas le même jeu. Il y en a certains qui jouent carrément le jeu de la vérification du contrôle selon les règles qui ont été établies par le système européen, et d'autres pays qui sont pas regardants ou moins regardants. C'est ça que vous êtes en train de dire. Sans citer de nom, les experts ont été totalement d'accord, c'est qu'il faut absolument qu'il y ait une coordination au niveau européen. Cette coordination sur le papier existe, mais n'existe pas sur le terrain. Donc véritablement, il y a besoin d'harmonisation de telle manière à ce que les pays jouent le jeu. Il y a des pays qui sont beaucoup plus ouverts, beaucoup plus laxistes, pourrait-on dire, pour justement éviter d'avoir des effets négatifs sur leur économie. Donc voilà comment les situations se présentent. Et puis la psychose, l'amalgame qui est en train d'être fait entre les populations, les chefs d'entreprise et les attentats, ce qui n'est pas bon non plus pour les affaires. Eh bien, merci bien de toutes ces informations, Ingrid, rentrez bien. Donc c'était en direct de Ingrid Berg de Londres sur le fait, nous traitions une question, c'est y aura-t-il des impacts sur l'économie européenne concernant les mesures qui ont été prises contre les attentats. Voilà, donc on nous a répondu d'une manière assez complète, je pense. Si vous avez des remarques à faire, n'hésitez pas. On reste bien sûr à votre disposition. Nous passons maintenant à l'actualité nationale et internationale. L'inforoute avec le club Entreprendre. Votre recherche d'invest. 10h30, vous êtes sur Autoroute Info. Olivier Noël. Avec toujours un poids lourd et un fourgon accidenté. On en a eu la confirmation sur l'A5, direction Paris, après le kilomètre 5 et la sortie 15. C'est en Seine-et-Marne. La voie de droite est neutralisée. Attention, ce poids lourd transporte des matières dangereuses, motif de prudence supplémentaire. Et puis, dans le département de l'Ain, une voiture en panne sur la voie de gauche de l'A404. C'est en direction d'Oyonnax, après le kilomètre 20 et après la sortie numéro 12. Il y avait du carburant dans la bretelle d'entrée 5 donnant sur Lyon. C'est sur l'A42, donc dans cette bretelle d'entrée 5 Bénaud donnant sur l'A42 et direction Lyon, le carburant a pu être absorbé, plus de difficultés. Des chantiers assez nombreux sur le réseau APRR, notamment sur l'autoroute A6 en Seine-et-Marne, entre les kilomètres 79 et 86. Pour vous qui allez en direction de Lyon, on circule sur voie de droite uniquement, c'est à hauteur de la jonction avec l'A77. Également à la proximité de l'A89, donc la jonction A6 à 89 dans le département du Rhône, à hauteur de la sortie 33 Limonet-Roanne. Il y a aussi des chantiers avec des voies de neutralisées sur la 6 dans les deux directions et également sur l'antenne d'autoroute qui permet de rejoindre la 89 sur les nationales départementales en travaux qui vont justement permettre cette jonction
avec l'autoroute A89. Là aussi, des travaux sont en cours. Les infos nationales avec notre rédaction nationale. La deuxième journée du sommet européen à Bruxelles sur les migrants, les dirigeants des 28 pays de l'Union ont finalisé une position commune pour un accord avec la Turquie, un accord censé stopper l'afflux de migrants vers l'Europe. Le président du Conseil européen, Donald Tusk, présente en ce moment cette position au Premier ministre turc. En arrivant à Bruxelles, Ahmet Davutoglu a mis en garde l'Union européenne contre tout marchandage sur la question des réfugiés. Il a précisé que la Turquie avait accueilli 2,7 millions de migrants sans aucune assistance significative de qui que ce soit. En attendant, depuis la fermeture de la route des Balkans, 46 000 réfugiés sont bloqués en Grèce. Athènes a ouvert de nouveaux camps dans le pays pour les accueillir, notamment à Thessalonique. Le témoignage de ce médecin qui travaille pour une ONG sur place. Il n'y a plus de place à Idomeni et la frontière est fermée. Il faut donc de nouveaux lieux pour accueillir ces personnes. La situation est vraiment difficile pour tous ces gens. Rester ici, ce n'est pas une solution, mais je crois que c'est vraiment le mieux pour eux pour le moment. En attendant, les difficiles pourparlers de paix sur la Syrie se poursuivent à Genève, des discussions rendues plus compliquées par la proclamation d'autonomie faite hier par les Kurdes syriens pour les zones qu'ils contrôlent dans le nord du pays. À ce sujet, le président Erdogan a pressé l'Union européenne d'abandonner sa complaisance pour les rebelles kurdes, et ceci 5 jours après un attentat suicide meurtrier à Ankara, revendiqué par un groupe kurde. L'émissaire de l'ONU, Staffan de Mistura, continue de négocier une solution politique. Il a abordé hier le sujet de la transition avec l'opposition syrienne. C'était très concret, très important. Des documents ont été distribués sur la transition politique et ils nous ont présenté en profondeur leur vision de cette transition politique et son application peut-être pour bientôt. L'émissaire de l'ONU rencontre à nouveau les représentants du gouvernement syrien et de l'opposition aujourd'hui. Le Brésil s'enfonce dans le chaos politique. Les députés ont donné le coup d'envoi de la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff. La justice a ordonné la suspension de l'entrée au gouvernement de l'ancien président Lula da Silva, soupçonné de corruption et de blanchiment d'argent dans le scandale Petrobras. Le gouvernement a fait appel de cette décision et puis en attendant, des milliers de personnes continuent à manifester dans plusieurs villes du pays. La Corée du Nord a tiré 2 missiles balistiques de moyenne portée ce vendredi. Ces tirs surviennent alors que le président américain Barack Obama vient de signer un décret autorisant la mise en œuvre de nouvelles sanctions à l'égard de Pyongyang. Et puis la météo, une belle journée ensoleillée, des températures entre 8 et 16 degrés. Économie en direct des investisseurs. Club Entreprendre Ardennes, une solution à vos recherches d'investisseurs 07 85 13 24 59. Simultanément au Billboard Hot 100 et au United World Charts en 77. Pour la petite histoire, la chanson a été reprise par Rob Zombie, encore lu dans une version beaucoup plus trash pour la bande originale du film The Crow, City of Angels.
autre fois, car, eh oui, mon heure est passée. Retrouvez vos années Ketty à n'importe quelle heure sur www.kettyfm.ch, ktfm.ch. Sur ce site, il y a des photos de l'équipe du Ketty FM de l'époque, ainsi que des articles de presse. Vous pouvez également nous laisser un message dans le guestbook. Et nous avons aussi créé une page KTFM sur Facebook, question de se retrouver plus facilement. C'était Ketty FM, vos années Ketty, une émission réalisée avec la complicité de Pierre Jamarqui et Jean-Luc Swickert. C'était Ben au micro. En attendant, vivez l'instant présent intensément. Et la semaine prochaine, même heure, même endroit. Allez, ciao, ciao, ciao. Le temps où la machine à écrire était un modèle de modernité, un temps où le Minitel allait révolutionner les télécommunications, un temps où le téléphone portable n'existait pas. Pas de portable. Ça fait froid dans le dos. Mais enfin, voici donc Ketty FM, vos années Ketty, une émission réalisée avec la complicité de Jean-Luc Swickert et Pierre Jamarqui. C'est Ben au micro. Vous savez ce que je fais là? Alors allons-y. Uno, dos, tres, cuatro. Voici Jimmy Cliff, Reggae Night. Bienvenue dans vos années Ketty.